Bonsoir pour ceux qui sont déjà là. Donc, nous allons commencer ce premier webinaire de la M3C Academy. La M3C Academy, c'est un enseignement de type masterclass que nous avons débuté à Necker avec la participation de beaucoup de gens sur le territoire français il y a maintenant un peu plus d'un an, avec une thématique qu'on n'épuisera pas, mais qui est à chaque fois unique. Et aujourd'hui, nous avons choisi les anomalies des retours veineux systémiques. C'est un sujet un petit peu transversal. On va essayer de vous en montrer l'intérêt. On avait déjà prévu un programme qui normalement devait avoir lieu pendant la période de confinement. On a découpé ce programme en plusieurs webinaires. On fait aujourd'hui le premier. S'il fonctionne correctement et que les participants sont satisfaits, on poursuivra ce type d'organisation dans les semaines qui viennent et on fera des séances de M3C Academy sur ce schéma-là, probablement de façon très régulière et assez enlevée dans les mois qui viennent. Donc, on commence tout de suite avec le sujet du jour. Et la première partie va être l'embryologie. Donc, l'idée sur ce système-là, c'est que vous pouvez nous poser des questions que nous allons recevoir. Il y a un petit QR en bas de l'écran. Ce que je vous propose, et aussi parce que c'est une expérience pour nous aussi, c'est de lire les questions plutôt sur la fin et de tenter d'y répondre. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages pendant qu'on parle l'un et l'autre. Et si c'est opportun, on s'interrompra pour répondre au message ou à la question. Donc, Lucille, pour la première partie qui est l'embryologie. Ok, donc bonjour. Donc, l'embryologie des veines, les veines systémiques et pulmonaires de l'embryon proviennent, vous le savez, du second champ cardiaque postérieur. Donc, on a le tube cardiaque primitif ici. Et je ne sais pas vraiment accès. Tu veux faire ça, tu peux faire comme ça. Enfin, on va grandir un petit peu comme ça. Hop. J'ai un peu besoin de ma flèche, comme toujours en anatomie. Donc, on va faire grandir. Affichage. Merci. Donc, vous voyez ici le tube primitif, rectiligne, avec ses deux extrémités, le pôle artériel et le pôle veineux en position caudale. Ensuite, le tube cardiaque primitif fait sa boucle et vous voyez que le pôle veineux, ici, reçoit les cellules du second champ cardiaque. Le second champ cardiaque, c'est toute cette portion-là qui va donner le second champ cardiaque antérieur et donc les vaisseaux artériels et le second champ cardiaque postérieur pour les veines. Donc, bon, les diapos passent plus, on va faire comme ça, voilà. Donc, le sinus veineux, puisque le pôle veineux, en fait, comprend plusieurs parties. Le sinus veineux, que vous voyez ici, qui est la confluence des veines systémiques de l'embryon. L'oreillette commune au départ. Et cette oreillette commune et ce sinus veineux sont séparés par ce qu'on appelle le repli sino-atrial. Le sinus veineux va se connecter à l'oreillette droite quand la latéralisation va débuter au niveau du cœur. Et cette connexion à l'oreillette droite sera due à une croissance asymétrique de la partie droite de l'oreillette commune. Cette oreillette droite, vous voyez ici un cœur embryonnaire en coupe. L'oreillette droite, en fait, on peut considérer qu'elle comporte deux parties.
La partie primitive, qui est ce qu'on appelle la partie trabéculée, avec les muscles pectinés et l'auricule de morphologie droite. Et cette partie primitive provient du premier champ cardiaque. Le sinus veineux, lui, c'est effectivement le second champ cardiaque postérieur qui va recevoir les valves veineuses, droite, le stachys et Télésius, et gauche, le septumbrium, et donc les veines caves et le sinus coronaire. Et vous voyez ici la démarcation entre les deux. Donc, on va maintenant se consacrer aux veines systémiques. On a 3 systèmes de veines systémiques qui sont parfaitement symétriques avant la boucle cardiaque, au stade où tout l'embryon est une structure paire, asymétrique. On a de dedans en dehors les veines vitellines, qui sont issues de la vésicule vitelline, les veines ombilicales, qui vont donc amener le sang oxygéné du placenta. Ces deux systèmes de veines sont des veines nourricières, nutritives. Et puis le système veineux principal qui va drainer le corps de l'embryon, les veines cardinales. Et donc, là, ça devait apparaître petit à petit. J'ai toujours du mal à me souvenir de l'ordre de ces veines. Moi, qui suis censée vous apprendre l'embryologie, mais j'ai trouvé qu'effectivement, on a un super moyen mnémotechnique, cardinal, ombilical, vitelline, et si on va même plus loin, ça c'est l'intestin et le duodénum. Et donc, notre ami Covid qui nous permet de vous parler comme ça dans l'ordinateur. Donc, maintenant, que vont devenir ces systèmes veineux avec donc la loupe et la latéralisation? On va avoir un système de disparition et de croissance asymétrique droite-gauche. Donc, les veines vitellines d'abord. La veine, du coup, on n'a plus d'animation, c'est dommage. Mais lire. Ok, je vais me passer du coup de... Voilà. Donc, la première chose, c'est que la veine vitelline gauche disparaît. Vous voyez la croix rouge. Le système vitellin va en fait former le plexus veineux périduodénal qui va se condenser dans la structure veineuse rouge en bas à gauche qui sera la veine porte et que vous voyez juste à droite, c'est le petit numéro 12, là voilà. La veine vitelline droite donc va former ensuite, au-delà du plexus veineux périduodénal, le segment suprahépatique de la veine cave inférieure et donc les veines sus-hépatiques. Ici. Les veines ombilicales maintenant, là c'est la veine ombilicale droite qui va évoluer et aussi la portion proximale de la veine ombilicale gauche, comme vous voyez dans le schéma en bas à gauche. Et donc va persister uniquement la portion distale de la veine ombilicale gauche qui va communiquer avec la veine cave inférieure suprahépatique par cette structure qu'on appelle, ça disparaît, le canal d'Arencius ou ductus venosus, ductus veineux. Donc, ce ductus venosus peut persister, il peut aussi être absent, et Damien vous en montrera un exemple tout à l'heure. Enfin, les veines cardinales. Les veines cardinales, c'est la plus complexe, ce sont les plus complexes embryologiquement. D'abord, les veines cardinales antérieures. Celles-ci, elles vont donner les veines du crâne, déjà intracrâniennes, puis les jugulaires internes, et puis un peu plus tard dans le développement de l'embryon, va se développer une anastomose entre les deux veines cardinales antérieures, qui sera le tronc veineux innominé. Les veines cardinales postérieures, 3 systèmes, les veines supracardinales qui formeront l'azygos et l'hémiazygos. L'azygos donc relie, ce sont les petites veines que vous voyez, ce sont les veines intervertébrales, c'est ça, qui donc arrivent par ce qu'on appelle la crosse de l'azygos dans la veine cave supérieure droite. Et ce qu'on appelle l'hémiazygos, c'est le symétrique, mais qui va se drainer dans l'azygos elle-même.
Les veines sous-cardinales vont donner le segment intrahépatique de la veine cave inférieure et les veines rénales. Et en dessous, on aura le segment distal de la veine cave inférieure qui provient des veines sacrocardinales, de même que les veines iliaques. Donc, un système très complexe. Donc là, rapidement, mais je vous l'ai déjà dit, hein, les termes sont importants. L'azygos, c'est une veine qui se jette directement dans la veine cave supérieure. Une hémiazygos, donc elle soit à gauche ou à droite d'ailleurs. Une veine hémiazygos, elle relie les affluents infrahépatiques de la veine cave inférieure, elle les relie au système azygos lui-même, contralatéral. Donc, les schémas de Van Prague qui sont très anciens, où on voit le cœur part en arrière. Donc, la gauche est à gauche, sur la gauche de l'écran, et la droite à droite, contrairement à tous les autres schémas. Le sinus veineux, donc les veines systémiques du bas du corps, se condensent pour former la veine cave inférieure qui est latéralisée à droite. Et donc, on a le sinus veineux lui-même et les veines cardinales qui forment ce qu'on appelle les cornes du sinus veineux. Donc, à droite, la corne du sinus veineux s'incorpore à l'oreillette droite et c'est pour ça qu'on aura la veine cave inférieure et la veine cave supérieure dans le même plan, en anatomie du cœur normal. Et la corne gauche involue pour ne laisser, donc c'est la veine de Marshall, pour ne laisser en place que le sinus veineux lui-même, qui est le sinus coronaire, qui va recevoir les veines coronaires, et qui donc normalement s'ouvre toujours au pied de la veine cave inférieure, dans l'oreillette droite, c'est logique, puisque c'est la même structure. Donc pour vous schématiser ça rapidement, les cornes du sinus veineux, le sinus veineux lui-même, embryologie, développement normal, plutôt la corne droite disparaît, le vaisseau disparaît, on a les deux veines caves dans l'oreillette de morphologie droite. La corne gauche du sinus veineux, elle disparaît mais ne s'incorpore pas à l'oreillette gauche. Elle reste en dehors par ce ligament, souvent on ne voit plus rien du tout d'ailleurs. Et il reste le sinus coronaire qui s'ouvre dans l'oreillette droite au-dessus de l'orifice de la veine cave inférieure. Bien sûr, si cette corne gauche n'involue pas, ne disparaît pas, on aura une veine cave supérieure gauche qui se draine automatiquement dans le sinus veineux, c'est-à-dire le sinus coronaire. Sauf que parfois, on peut avoir des trous dans ce sinus coronaire, et on verra un exemple tout à l'heure de partially unroofed coronary sinus, de déhiscence partielle de la paroi antérieure du sinus coronaire. Et puis, le sinus coronaire peut s'incorporer lui aussi totalement, comme du côté droit, à l'oreillette gauche. Et à ce moment-là, très souvent, donc déjà on aura l'orifice qui persiste et qui fera office de communication interauriculaire. Et très souvent, on aura une veine cave supérieure gauche qui se drainera dans le toit de l'oreillette gauche. On en verra un exemple tout à l'heure. Donc, pour résumer, le système cave supérieur qui dérive des veines cardinales antérieures, veine cave supérieure, tronc veineux innominé. Le système azygos qui dérive des veines cardinales, des veines postérieures et des veines supracardinales, de même que la veine cave inférieure infrahépatique. Le système sous-cardinal qui donne la portion intrahépatique de la veine cave inférieure et les veines d'Italine, ce qu'il en reste, donne la portion sus-hépatique de la veine cave inférieure. Et maintenant, on va vous montrer tous les deux, je passe la parole à Damien et on va intercaler, comme on en a l'habitude, les échographies, les angiographies et les pièces anatomiques. Donc, je sors quelques instants du partage d'écran pour voir si vous posez des questions ou pas. Alors, nous, on n'a pas de questions, on reçoit pas de questions, donc on a peut-être fait une manœuvre qui n'est pas très bonne. Si vous n'en avez pas posé, ben, c'est tant mieux. Par contre, on reçoit un petit message. On reçoit un petit message. Merci Quentin. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça avec des messages. On a des beaux masques, hein, surtout. Voilà. On s'est habillé chic pour vous. Voilà.
Donc, on suivra ça tout à l'heure et on répondra aux questions quand vous nous les aurez posées. Voilà, donc elles commencent à arriver, donc en fait, ça marche. Donc, on va continuer le sujet en vous parlant des variants avec une vision peut-être un peu plus clinique en termes à la fois d'imagerie, mais aussi de conséquences pratiques du diagnostic de ces variants. Alors, pourquoi est-ce que les veines systémiques sont un sujet d'intérêt en cardiologie congénitale? Tout d'abord parce qu'on sait que c'est un marqueur de malformation cardiaque et l'exemple principal, c'est tout simplement l'anomalie de position dans, dans un individu de la veine cave inférieure ou des veines systémiques qui va permettre de définir des situs anormaux, solitus, inversus ou ambigus. Donc, immédiatement, on en perçoit l'intérêt. Et donc, ça va être vu beaucoup chez le fœtus, et on y reviendra tout à l'heure sur le signe d'appel, par exemple, de la veine cave supérieure gauche chez le fœtus. L'autre aspect, c'est un aspect très pratique pour le cathétérisme et la chirurgie. Pour le cathétérisme, c'est pour définir les voies d'abord, et on sait combien il peut être difficile de cathétériser un patient qui a un retour azygos ou un retour hémiazygos quand on doit aller jusqu'aux artères pulmonaires. Mais ça a aussi un intérêt pour placer des sondes de stimulation par voie endocavitaire ou pour poser des cathéters centraux. Et il ne faut pas être surpris de certains trajets qui peuvent être inhabituels quand certaines veines ou certains variants anatomiques sont présents. C'est vrai pour la chirurgie. Il y a certaines anomalies associées qui ne permettent pas d'utiliser des voies d'abord particulières dans la chirurgie cardiaque. C'est vrai aussi pour l'organisation de la mise en place de la circulation extracorporelle, et ce sera redit dans un autre webinaire. Il y a aussi la chirurgie des veines, en particulier dans les malformations complexes qui vont vers le programme de Fontan. Et puis, il y a tout le sujet de la thrombose veineuse, son traitement, sa prévention et l'anticoagulation, qui seront vus également dans une autre partie. Enfin, et on vous en montrera un exemple, et je pourrais vous raconter une anecdote, booby traps, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire attrape-nigo. Et c'est un terme qui s'applique assez bien aux anomalies des retours veineux systémiques qui peuvent être rares et extrêmement piégeantes. Donc, cette liste, on ne va pas la faire tout de suite sur la diapositive, c'est pour pouvoir la conserver. On va voir, et elles ont différentes importances, ces anomalies qu'on a toutes considérées comme étant des anomalies du secteur veineux-systémique, même si ce n'est pas toujours des anomalies des veines, en tout cas, c'est parfois des anomalies de structures qui sont dans le système veineux-systémique. Donc, on va commencer par les anomalies du canal d'Arancius ou les anomalies du ductus venosus. Donc, le ductus venosus, c'est cette structure que Lucille vous a déjà décrite, qui permet de connecter les veines ombilicales avec le... Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas d'image. Ah bon? Peut-être qu'il faut oui, parce partager. On n'a pas partagé, excusez-nous. Oui, oui. Ouais. Mais désolé, j'ai fait une fausse manœuvre. Est-ce que vous voyez là? Oui, ouais, c'est bon là. Donc on revient sur on commence par les anomalies du canal d'Arancius. Donc ça a l'air bon. Donc le canal d'Arancius, c'est cette structure qui fait communiquer le système veineux ombilical avec le système sushépatique. Et on sait que le canal d'Arancius participe par un phénomène de sphincter à la régulation du flux placentaire qui revient dans le cœur. Et cette modulation est importante puisqu'elle peut permettre de répartir de façon différente le sang veineux ombilical entre ceux qui passent sur la droite et ceux qui traversent le foramen ovale. Donc il y a... Ah si, on a partagé là. Ça marche. Ah, attendez. On a partagé le truc. Excusez-nous. On a partagé l'écran.
C'est nouveau, hein. Là, ça va marcher, je pense. Ok, Ah, d'accord. ok. Ça marche quand on est tout petit. D'accord. Donc là, ça marche? Ok, on progresse. Merci beaucoup. Donc, le problème du ductus venosus, c'est son absence ou son occlusion secondaire. Il faut savoir quand même qu'il y a un certain nombre d'animaux qui n'ont pas de ductus venosus, hein, en particulier certains animaux qui marchent à quatre pattes. Et que si vous vous souvenez des cours de physiologie sur la transposition des gros vaisseaux, une des façons, par exemple, de répartir différemment le sang oxygéné et moins oxygéné dans le cœur d'un fœtus qui a une transposition des gros vaisseaux, ce serait de fermer le ductus venosus. Donc, il y a un certain nombre d'utilisations du ductus venosus en obstétrique, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, c'est celui de son occlusion. S'il est occlu, ça ne nous permettra pas de faire une manœuvre de Rashkin en passant par voie veineuse ombilicale. Et là, vous voyez sur cette vidéo un cathéter qui est dans la veine ombilicale et on voit très bien le canal d'Arantius qui est ouvert et qui va aller opacifier directement en fait l'oreillette droite. Et c'est la voie qu'on utilise le plus souvent pour faire les manœuvres de Rashkin. Donc, quand le ductus venosus est occlu, eh bien, il faut bien que le sang veineux ombilical atteigne le cœur. Et il y a différents systèmes de dérivation qui sont possibles. Et ils sont représentés sur la droite. Le premier, c'est celui qui est en bas à droite. C'est les dérivations qui sont intrahépatiques. Et dans ce cas-là, il y a toujours une sorte de filtrage du débit placentaire, mais elles peuvent être souvent périhépatique, et on va en voir une image. Et à ce moment-là, il n'y a plus de filtrage du débit placentaire. Il peut y avoir des signes d'hyperdébit chez le fœtus, mais il peut aussi y avoir des dérivations qui se font vers les veines iliaques avec des conséquences qui sont généralement moindres sur le plan hémodynamique. Et c'est l'image qui est en haut à droite de l'écran. Donc voilà ici un exemple d'agénésie du canal d'Arantius où on voit sur le mouvement qu'il y a une très grosse veine qui est quasiment sous le grille costal et qui va rejoindre les veines sushépatiques. Et il n'y a plus du tout de mécanisme de régulation sphinctérien du canal d'Arantius et les fœtus peuvent être en insuffisance cardiaque, ils peuvent être aussi totalement asymptomatiques. Là, c'est un examen d'un enfant qui avait eu un diagnostic anténatal d'agénésie du canal d'Arantius et on voit juste après la naissance qu'il y a toujours une dérivation d'une partie du sang porte directement autour du foie et qui arrive dans l'oreillette droite. C'est le flux aliasé qu'on voit arriver. Très rapidement, ces veines anormales s'occluent et il n'y a généralement aucune conséquence hémodynamique par la suite. La deuxième anomalie, c'est ce qu'on appelle le cœur triatrial droit. Lucille va nous le décrire. Je ne suis pas sûr que ce soit une appellation parfaitement exacte, Pas puisque tout à fait. la similarité… Ça n'a rien à voir, en tout cas, voilà. avec le corps triatriatum sinister, c'est-à-dire le corps triatrial qu'on connaît tous à gauche, qui est une anomalie de connexion, d'incorporation des veines pulmonaires à l'oreillette gauche. Ce qu'on appelle en fait le corps triatriatum dexter, c'est par analogie une partition de l'oreillette droite, mais qui en fait n'est autre que la valve d'Eustachi, la valve veineuse de la veine cave inférieure, qui est trop développée. Alors, sur le spécimen de gauche, merci. Vous voyez ici l'oreillette droite avec la veine cave inférieure. Ici, la fosse ovale avec une large CIA de type ostium secondum, une vraie, puisqu'il y a un réel déficit de septum primum et un gros orifice ici. Et la particularité, c'est juste pour vous montrer ici la valve d'Eustachi. On ne voit pas encore. C'est parce qu'il y a des bigs là. Okay. Donc ici, vous voyez la valve d'Eustachi qui est développée pas de façon excessive. Et c'est assez rare, on voit la valve veineuse qui va jusqu'au pourtour de l'orifice de la veine cave supérieure. En fait, c'est une seule valve, sauf que d'habitude, cette partie-là, la partie supérieure involue, on ne la voit jamais. Ce qu'on appelle le cœur triatrial droit maintenant, c'est ça. C'est une très volumineuse valve d'Eustachi qui s'insère au pourtour de l'orifice de la veine cave inférieure, ça c'est normal. Vous voyez qu'en ouvrant l'oreillette droite,
j'ai coupé cette valve d'Eustache en deux, et donc qu'elle allait jusque-là, en fait. Et elle bouche la moitié de l'orifice tricuspide. La plus souvent, en fait, ce n'est pas une véritable obstruction, mais on peut avoir de façon temporaire, les premières semaines de vie, un shunt droit-gauche à travers le foramen ovale. Et de façon aussi intéressante, là, c'est un cœur avec une abscie. Et on a une veine cave inférieure proéminente, comme ça, dont 25 à 30% des abscies, au point qu'il y a de très nombreuses années, on pensait que c'était la cause de cette anomalie. C'est maintenant qu'il n'en est rien. Et donc sur la gauche, c'est le schéma d'involution effectivement de ces valves veineuses qui théoriquement restent sous la forme de reliquats qui n'ont aucune conséquence hémodynamique. Et sur la droite, vous voyez sur la coupe 4 cavités, derrière la valve tricuspide et dans un ventricule droit qui a l'air un petit peu petit, une membrane qui correspond à cette valve d'Eustache très vaste. Et cette membrane est perforée. On voit le petit flux antérograde au travers de celle-ci et de la valve tricuspide. Et c'est un enfant qui nous avait été adressé pour cyanose réfractaire. Et vous voyez très bien que le septum interoauriculaire bombe de droite à gauche. Et il y avait un shunt droite-gauche qu'on ne voit pas sur cette coupe, qui a été authentifié. L'évolution a été spontanément favorable en quelques semaines chez cette petite fille. Voici dans une autre incidence, donc on voit cette valve et son aspect, je dirais, perforé, probablement insuffisamment, mais qui est vaste et qui traverse l'oreillette droite. Et si vous regardez la vue sur la droite, ce sont des nouveau-nés, donc c'est toujours un petit peu petit. On a l'impression qu'il y a deux ronds quand la valve tricuspide s'ouvre et se ferme. Il y en a un qui correspond au feuillet tricuspide et l'autre à la valve d'Eustache. Il y a parfois ce qu'on pourrait appeler un réseau de Chiari exubérant qui participe ce qui est totalement synonyme. Voilà, ce qui est synonyme, qui participe à l'obstruction. Et vous voyez chez cet enfant que c'est assez impressionnant puisque sur les différentes coupes, on voit que ce spinnaker traverse la valve tricuspide et arrive jusque dans l'infundibulum. Donc, il y avait une obstruction à l'entrée dans le ventricule droit, mais aussi dans l'infundibulum et qui s'est résolue avec le temps. Et enfin, dans un dernier cas, quasiment extrême, en fait, ce réseau de Chiari allait de l'oreillette droite, en passant par la valve tricuspide et le ventricule droit, jusque dans l'artère pulmonaire. Il nous avait été adressé pour une sorte de tumeur non circulante au sein du tronc de l'artère pulmonaire, mais en fait, ça correspond au réseau de Chiari qui empêchait le sang de passer et qui devait passer autour, qui créait une sténose pulmonaire en plus de l'obstacle droit. Et là aussi, l'évolution a été spontanément favorable sans qu'on fasse rien, on a juste attendu. La suite des anomalies, c'est les anomalies des veines caves supérieures, qui sont probablement celles qu'on rencontre le plus souvent et qui ont différentes conséquences. Et donc, celle qu'on peut décrire, c'est la persistance de la veine cave supérieure gauche, avec à gauche une communication entre la veine cave supérieure gauche et la veine cave supérieure droite par le tronc veineux innominé, qui représente environ un tiers des cas. Et au milieu, dans 2 tiers des cas, une veine cave supérieure gauche qui se draine au sinus coronaire, comme Lucille l'a décrit tout à l'heure, sans tronc veineux innominé. Et enfin, une forme rare, on vous montrera une image, de tronc veineux innominé qui va cette fois-ci de la droite vers la gauche, avec une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire, mais sans veine cave supérieure droite. Je n'ai pas mis la fréquence parce que c'est proche de 0. Donc, je laisse la parole à Lucille. La veine cave supérieure gauche, c'est quand même quelque chose de relativement fréquent. C'est 0,3 à 0,5% des cœurs normaux, mais en fait, c'est 10 fois plus dans les cardiopathies congénitales. Et chez le fœtus, ça a son importance puisque vous détectez assez facilement une veine cave supérieure gauche et ça augmente le risque de cardiopathie congénitale par 8. Donc, la veine cave supérieure gauche, en fait, on va voir que ça survient dans beaucoup de cardiopathies, essentiellement les hétérotaxies, mais pas seulement.
et on l'observe plus souvent dans les lésions obstructives du cœur gauche, avec peut-être une responsabilité dans le développement de ces lésions du cœur gauche par obstruction, par défaut de remplissage à travers la mitrale dû au sinus coronaire dilaté quand la veine cave supérieure gauche est dedans. Donc 82% des cas de veine cave supérieure gauche se font dans le sinus coronaire, c'est logique embryologiquement, et puis beaucoup plus rarement, elles se font dans la veine cave, dans l'oreillette gauche, pardon, tout simplement parce que le sinus coronaire est sans toit, sans paroi antérieure, et ça, c'est le quasi-apanage des hétérotaxies. Donc, il y a une étude qui est intéressante qui date de 2007 sur 54 fœtus avec une veine cave supérieure gauche. On retrouve les mêmes prévalences et ils ont fait 3 groupes. Cœurs normaux, c'est seulement 19%, les hétérotaxies, un tiers des cas, et les autres cardiopathies congénitales, c'est la majorité, la moitié des cas, avec à égalité les obstacles du cœur gauche et les cardiopathies conotroncales, puis des défauts septaux lambda et des cardiopathies complexes. Donc voilà des images que vous connaissez très bien, qui sont sur la gauche, la veine cave supérieure droite, avec la coupe habituelle, où on voit la veine cave supérieure, l'artère pulmonaire, et de l'autre côté, une veine cave supérieure gauche que l'on voit descendre dans le sinus coronaire. Donc ces images sont des images très classiques. Aujourd'hui, on peut obtenir, vous le savez, par l'IRM4 des flots, des images qui sont, que je trouve moi, très jolies, où on voit très bien, là aussi, les 2 veines caves supérieures qui ne sont pas communicantes chez ce patient. On ne voit pas de tronc veineux innominé, on voit parfaitement bien le drainage de la veine cave supérieure gauche dans le sinus coronaire qui arrive dans l'oreillette droite. Alors, je répète ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure quand j'ai raté le partage d'écran. La persistance ou la présence d'une veine cave supérieure gauche pose des problèmes, ou en tout cas doit être connue quand on met des cathéters centraux ou quand on met des sondes de stimulation ou de défibrillation. Elle doit bien sûr être repérée au moment des cathétérismes cardiaques et en particulier quand on doit faire des dérivations cavo-pulmonaires. C'est pareil, bien sûr indispensable puisqu'il faudra placer cette veine cave supérieure gauche dans l'artère pulmonaire gauche. Et pour la chirurgie cardiaque, là aussi c'est important. Régis Gaudin, qui parlera de la chirurgie des veines, reviendra probablement là-dessus. Il faut savoir qu'il y a une veine cave supérieure gauche pour mettre en place la circulation extracorporelle et éventuellement pour organiser la cannulation ou anticiper la technique de cannulation. Et puis, il faut savoir que, par exemple, quand on doit fermer une communication interoauriculaire et qu'on choisit éventuellement de la faire en thoracotomie postérolatérale droite, et là, on ne peut pas avoir accès à la veine cave supérieure gauche par cette voie-là. Et donc, ça peut être une contre-indication à cette voie d'abord. Donc, voilà l'image anatomique de la persistance du sinus coronaire. Donc, je laisse Lucille. C'est une photo de Bob Anderson, on reconnaît les étiquettes. Donc, c'est l'oreillette droite avec l'auricule droite ici, les muscles pectinés, la veine cave supérieure, on ne voit pas la veine cave inférieure, ici le septum primum, le septum secundum et le foramen ovale ou la CIA. Et vous voyez ici l'orifice dilaté du sinus coronaire, l'orifice de la veine cave supérieure, on le devine, il est là. Donc c'est juste à côté de l'orifice inférieur, pardon, de la veine cave inférieure. Et donc on voit ici sur l'écho, cette image que vous connaissez bien, le sinus coronaire dilaté sur le grand axe. Donc les images, vous les connaissez. Hein. Donc ici, une image de scanner où on voit sur la flèche la veine cave supérieure qui descend derrière l'oreillette gauche et sur une coupe dans un plan frontal. On voit très bien l'orifice du sinus coronaire qui reçoit la veine cave supérieure, là où il y a l'étoile. Et voici ici une anomalie un petit peu inhabituelle des retours veineux systémiques avec, si vous regardez le trajet de la sonde arrive dans un retour azygos, dans une veine cave supérieure droite, puis descend dans l'oreillette droite, va dans le sinus coronaire, remonte dans la veine cave supérieure gauche, et il y a un tronc veineux innominé de morphologie qui n'est pas strictement normale dans sa forme, qui fait communiquer les 2 veines caves supérieures.
Voici une autre vue de la veine cave supérieure gauche. Voilà, c'est très joli. Là, on est plus habitué à cette coupe-là. Donc, veine cave supérieure, veine cave inférieure qui est coupée ici, l'auricule droite avec les muscles pectinés, la fosse ovale, la tricuspide, et vous voyez l'orifice du sinus coronaire juste au-dessus de l'orifice de l'émergence, de l'arrivée plutôt de la veine cave inférieure, qui est dilaté. Normalement, un orifice du sinus coronaire, ça devrait avoir cette taille-là. Et s'il est dilaté, c'est parce qu'on voit cette volumineuse veine cave supérieure gauche qui se draine dans ce sinus coronaire. La taille de la veine cave supérieure gauche, d'ailleurs, n'est pas du tout corrélée à la taille du sinus coronaire lui-même. Donc, veine cave supérieure gauche, veine cave supérieure droite, et a priori, pas de tronc veineux innominé. Donc, voilà une des conséquences pratiques. Donc, le stimulateur ici a été mis probablement dans la veine sous-clavière ou une veine sous-pectorale à gauche, et la sonde descend dans une veine cave supérieure gauche, mais ça n'a pas empêché de mettre un stimulateur double champ. Alors là, une particularité anatomique qui est rare, mais on en rencontre de temps en temps, et c'est vraiment un, comment tu dis, booby trap? Booby trap, ouais. Attrape-nigo. C'est la veine lévocardioatriale ou lévocardinale gauche. C'est une veine totalement anormale qui se développe, c'est probablement pas quelque chose qui existe, mais quelque chose qui se développe, une dérivation qu'on voit dans les obstacles gauches, en fait dans les atrésies mitrales, et avec un foramen restrictif, ce qui fait que, bien sûr, il y a une hyperpression dans l'oreillette gauche. Le sang des veines pulmonaires ne s'évacue pas facilement, hyperpression, et donc développement d'une veine systémique qui relie soit une veine pulmonaire, comme sur le schéma, au tronc veineux innominé, soit directement l'oreillette gauche au tronc veineux innominé, donc dérivation entre l'oreillette gauche et les veines systémiques. Et cette veine passe en arrière des veines et des artères pulmonaires et en arrière des bronches. Donc c'est effectivement une anomalie rare, et vous voyez ici sur ces scanners chez un nouveau-né en violet ou en bleu, cette veine lévo-atrio-cardinale ou lévo-cardio-atriale qui remonte depuis la veine pulmonaire supérieure gauche vers le tronc veineux innominé, ce qui a pu faire dire à certains que dans des malformations où éventuellement l'obstruction était moindre, qu'on pouvait traiter par voie percutanée certains retours veineux pulmonaires anormaux partiels, ce qui est possible. En fait, c'est l'occlusion juste de cette veine de développement anormal. Et donc, voici chez un enfant qui avait une hypoplasie du cœur gauche, ce que ça donne en haut en échographie et en bas en angiographie. Donc, il y avait une atrésie mitrale et un septum interauriculaire qui était quasiment complètement étanche. Et on voit sur cette vue ici des artères pulmonaires, un vaisseau qui remonte vers le haut, qui correspond à cette veine cardinale gauche. On voit mieux sur la coupe perpendiculaire ici de l'oreillette avec la veine cave supérieure droite ici, et puis ce vaisseau qui est assez gros, qui remonte vers le haut. Et si j'enlève l'image du bas, excusez-moi, je vais y revenir. Voilà, si on regarde les images du bas, si vous voyez ici, on injecte ici dans cette veine anormale, on est passé au travers d'un foramen ovale, et ici dans l'artère pulmonaire, on voit le retour veineux et ce drainage extrêmement tortueux qui va passer derrière les veines et les artères pulmonaires pour venir se drainer par un vaisseau qui est assez gros, comme on le voyait sur l'échographie, dans le tronc veineux innominé. Donc c'est une anomalie très rare, mais il faut la reconnaître dans les cardiopathies obstructives gauche. Effectivement, l'anomalie aussi différentielle, c'est le RVPA total dans le TVI, sauf que là, les veines pulmonaires vont bien à l'oreillette gauche. Autre anomalie rare, on l'a vu, Damien vous l'a montré sur un schéma tout à l'heure, c'est le même type de schéma, c'est l'absence de veine cave supérieure droite. Ici, c'est un cœur de fœtus.
les auricules en position normale, une aorte qui est d'ailleurs à droite, une crosse droite. Et vous avez ici la veine cave supérieure gauche qui, dans ce cœur, allait directement dans l'oreillette gauche et pas dans le sinus coronaire. Et ici, vous avez l'artère pulmonaire, les veines, la cardiopathie est complexe, vous voyez qu'on est en L mal position. Et on n'a pas de veine cave supérieure droite, alors qu'on a l'oreillette qui est droite avec son auricule qui reçoit la veine cave inférieure ici. Donc, du coup, le tronc veineux innominé reçoit les vaisseaux, les veines droites, voilà. Donc, ça convulse un petit peu sur l'image d'échographie, mais on voit à gauche donc, le schéma que Lucille vous a montré, tout à fait à droite, ce tronc veineux innominé avec ici, comme on le voit parfois de l'autre côté, un reliquat veineux. Et ici, la veine cave supérieure gauche qui est toute seule et qui va dans le sinus coronaire, qui reçoit l'ensemble du retour veineux de la partie supérieure du corps. Et bien sûr, ça va donner cet aspect assez extrême, on va dire, de dilatation du sinus coronaire qui reçoit une grande partie du retour veineux systémique. Alors, parfois, la veine cave supérieure gauche se draine directement dans l'oreillette gauche. Donc, on peut appeler ça comme ça, mais on peut appeler ça aussi totally unroofed coronary sinus. Donc là, on voit. Ce sont des synonymes. Ce sont exactement des synonymes. Et donc, on voit sur l'image de gauche un retour veineux systémique de la partie supérieure du corps qui est normal. Et puis, à droite, on arrive par la veine cave inférieure, dans l'oreillette droite, dans la veine cave supérieure droite, le tronc veineux innominé. Et on voit que la veine cave supérieure gauche se draine, cette fois-ci non pas dans un sinus coronaire qui reviendra à l'oreillette droite, mais directement dans l'oreillette gauche, dont on aperçoit d'ailleurs l'auricule de façon fugace. Voilà, ça c'est une image qu'on connaît. Donc là, il y a la veine cave supérieure gauche sans tronc veineux innominé dans l'oreillette gauche directement. En échographie, on peut voir aussi, de façon plus exceptionnelle, la veine cave supérieure droite dans l'oreillette gauche. Et donc, ça, c'est une anomalie qui est tout à fait rare. Là, vous voyez la veine cave supérieure qui est située à droite dans l'oreillette gauche. Ici, c'est l'oreillette droite. On voit ici le septum interauriculaire avec sa morphologie habituelle et un shunt gauche-droite interauriculaire. Et surtout dans cette coupe où théoriquement on devrait voir ici l'aorte, l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure, on ne la voit pas puisqu'en fait elle traverse. Et donc le diagnostic il a été fait chez cet enfant par l'injection de bulles, donc une échographie de contraste, et où on voit bien sur l'image en bas à droite que quand on injecte dans le bras droit, eh bien, il y a du contraste qui arrive directement dans l'oreillette gauche. Et donc l'histoire que je vous montre là, elle a été publiée par d'autres, et on a vu la même chose il y a maintenant assez longtemps ici. C'était un cardiopédiatre très renommé, avait vu un enfant modérément cyanosé à la naissance et n'avait trouvé aucune anomalie en dehors d'une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire. Et vous voyez très bien qu'il y a une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire. Et avait renvoyé l'enfant dans sa néonatologie d'origine en disant qu'il n'y avait pas de cardiopathie cyanogène. Elle a été réadressée 48 heures après pour une cyanose persistante autour de 90% de saturation. Et il y a eu cette fois-ci une échographie de contraste. Et on voit cette échographie de contraste sur la gauche de l'écran. Ce sont les deux images à gauche avec une perfusion qui a été mise au bras gauche de l'enfant. Et on voit très bien qu'il n'y a aucune bulle, effectivement, dans l'oreillette gauche ou le ventricule gauche. On voit très bien les bulles dans le sinus coronaire et dans les cavités droites. Et on dit donc que cet enfant n'a aucun champ de droite-gauche qui explique les choses. Et la troisième fois, elle nous est adressée. Cette fois-ci, je suis de garde. Et quand j'arrive en disant je vais faire une écho de contraste, l'interne de garde avait fait mettre la perfusion au bras droit. Et donc, je lui dis, mais imbécile, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est la veine cave supérieure gauche, ça doit être un partially unroofed coronary sinus. Et on a quand même fait l'échographie de contraste au bras droit pour lui démontrer qu'il avait tort. Et en fait, on a trouvé la veine cave supérieure
droite dans l'oreillette gauche, qui est une anomalie tout à fait exceptionnelle. Et comme il n'y avait pas de communication entre les deux veines caves, eh bien, le site d'injection soit était piégeant, soit permettait de faire le diagnostic, même si on n'y pensait pas. C'est très joli, hein. Moi j'ai jamais vu ça en fait. Donc c'est une anomalie très rare. Voilà. Donc les échographies sont celles de cet enfant. Enfin, pour les anomalies des veines caves supérieures, eh bien, il y a, mais c'est vraiment complètement exceptionnel, des situations où il n'y a pas de veine cave supérieure et le retour se fait par les azygos de chaque côté. Donc ça, c'est un exemple qui a été pris sur Internet, puisque... Ah ben non, il est chez nous aussi. Non, chez nous. Ouais, ben voilà. Donc ça existe de temps en temps. Dans les anomalies, non plus des veines caves, mais des retours veineux systémiques de la partie supérieure du corps, il y a aussi des anomalies de position du tronc veineux innominé qui peuvent avoir leur importance sur le plan chirurgical de temps en temps. Et là, vous voyez très bien ce tronc veineux innominé qui est situé sous l'aorte ou rétro-aortique, ça dépend comment on veut le dire. Et donc, on voit très bien ici, l'aorte est souvent cervicale, plus cervicale dans cette position, où le TVI est plus bas, éventuellement inséré. C'est le TVI plus bas, hein, quand on, anatomiquement, comme sur le schéma. On montre. Vas-y, ouais. Plus que l'aorte cervicale, c'est vraiment dû à une anomalie de position de l'anastomose entre les deux veines cardinales antérieures. Et donc, ça, encore une fois, c'est un cœur de fœtus qui a une tétralogie de Fallot avec une crosse aortique droite. Et vous voyez ici la veine cave supérieure et ce TVI qui, au lieu de partir ici, part beaucoup plus bas avec ce trajet oblique qui récupère les veines jugulaires. Et donc, on ne voit pas sur cette photo, mais on voit sur le schéma qu'en fait, le TVI s'insère au-dessous de la crosse de l'azygos, alors que normalement, il est bien sûr au-dessus. Donc, c'est plutôt, et la crosse de l'aorte, elle est normale finalement. Donc voilà, c'est exactement la même image que celle que Lucille vient de montrer, mais une image de scanner où vous voyez que sur l'étoile, le tronc veineux innominé, là encore sur une aorte à droite, est effectivement situé derrière et sous l'aorte par rapport à la position habituelle. Derrière l'aorte ascendante et sous l'aorte horizontale. Les deux sont pas. Et on peut voir ce type de position du tronc veineux innominé dans des anomalies des veines caves supérieures, ici avec une persistance d'une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire. C'est le plus souvent associé à des malformations cardiaques, comme ça a été montré dans cette étude qui est déjà ancienne, mais c'est complètement exceptionnel chez des patients qui ont des cœurs normaux. Il y a une variante qui est très très rare et qui est ce qu'on appelle le circumaortic innominate vein, ou un tronc veineux innominé encerclant qui passe à la fois au-dessus et en dessous. On peut comprendre, comme vous l'a dit Lucille tout à l'heure, que le tronc veineux innominé, ce n'est pas une structure qui est présente au début du développement embryonnaire, mais c'est une anastomose qui va se créer ou pas. Donc, il peut être effectivement absent. Il peut avoir des morphologies un petit peu curieuses dans le trajet et il peut être petit ou gros et éventuellement dupliqué comme dans cette image. Le sinus coronaire, donc un petit rappel de l'anatomie des veines. Après, il faut qu'on avance. Ouais. Donc le sinus coronaire reçoit les veines coronaires. Je ne vais pas détailler parce qu'on voudrait vraiment arriver au bout de ce qu'on veut vous montrer. Mais il s'ouvre donc dans l'oreillette droite, il chemine derrière dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche, derrière l'oreillette gauche, et à son extrémité, il est borgne, ou plutôt il reçoit les veines coronaires qui sont petites, et il s'arrête à peu près là. Donc, les anomalies du sinus coronaire, on en a déjà parlé, on a parlé de la principale, qui est la veine cave supérieure gauche qui se draine dans ce sinus coronaire, mais là, voici l'orifice du sinus coronaire là, dans l'oreillette droite qui est dilatée. Et vous voyez que cet orifice permet la communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. C'est donc une communication interauriculaire. En fait, quand vous regardez ici, ça c'est le sinus coronaire lui-même, le plancher, on pourrait dire, du sinus coronaire, pour continuer les comparaisons architecturales. Le toit a disparu
Et vous voyez ici la veine cave supérieure gauche qui se draine donc dans le sinus coronaire en réalité, parce qu'on voit le petit vestige de la paroi antérieure du sinus coronaire, mais du coup, fonctionnellement et quasi anatomiquement, dans le toit de l'oreillette gauche. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus fréquent dans les hétérotaxies que dans les cœurs habituels. Là, une forme plus rare, qu'on a du mal à reconnaître, le sinus coronaire n'est pas dilaté, ce qui indique qu'il n'y a pas de veine cave supérieure gauche. L'oreillette droite est là, elles sont dans l'orifice, le fosse ovale est là. Et là, comme dans le cœur précédent, on a un shunt entre les deux oreillettes à travers cet orifice du sinus coronaire. Ce n'est pas tout à fait pareil parce que je vais mettre ma sonde un petit peu, je vais la dévier un petit peu, et vous voyez qu'on a un sinus coronaire cette fois, mais qui est borgne, il n'y a pas de veine cave supérieure, mais vous voyez la déhiscence partielle de cette paroi antérieure ou ce toit du sinus coronaire. Donc ça, c'est quelque chose de rare qui n'est pas associé à une cardiopathie particulière. En l'occurrence, c'était un cœur avec une absence. Donc là, on voit les images. Je suis désolé parce que je pense que c'est un peu pixelisé. Avec ici, donc, la veine cave supérieure droite, l'oreillette droite, on voit l'auricule droite, la cloison interauriculaire, l'orifice du sinus coronaire dans l'oreillette droite. Et vous voyez ici l'oreillette gauche et on voit derrière le sinus coronaire qui recevait aussi une veine cave supérieure gauche qu'on aperçoit un petit peu plus loin. Et il y a ce trou ou ce partially unroofed coronary sinus, donc qui fonctionne exactement comme une communication interauriculaire. Les images que vous pouvez voir aussi sur les scanners avec ici, donc cette communication entre l'oreillette gauche et le sinus coronaire localisé, qu'on peut aussi appeler CIA du sinus coronaire. Hein, oui, c'est synonyme. C'est aussi encore une fois des synonymes, mais ça correspond effectivement à l'absence, soit totale, soit partielle, du toit du sinus. Plus rare, et là, c'est dans un cœur avec une double discordance, c'est une atrésie de l'orifice du sinus coronaire. Donc ici, vous avez l'oreillette gauche, le sinus coronaire qui est dilaté, qui reçoit ici une veine coronaire, l'autre là, et donc vous voyez qu'ici, l'orifice est totalement atrétique. Ce qui est gênant quand, chez les adultes, par exemple, on veut mettre un pacemaker triple chambre dans une double discordance. Et donc, le diagnostic, c'est vraiment pas facile à faire. C'est souvent une surprise. C'est parfois un diagnostic au bloc opératoire. Et vous voyez ici chez ce patient qu'on a vu il y a quelques années, une injection donc au retour veineux coronaire avec un orifice du sinus coronaire qui est atrétique, hein, c'est complètement bouché, et il y a un drainage par des veines anormales, à nouveau vers le tronc veineux innominé que vous voyez ici. Donc ça, c'est une anomalie qui est très rare. Donc voilà ici une vision tridimensionnelle de cette anomalie d'atrésie du sinus coronaire, qui est souvent une découverte fortuite. Plus exceptionnel, là aussi un patient très rare, c'est-à-dire que c'est un anévrisme du sinus coronaire. Donc on voit qu'il est énorme, hein, c'est l'étoile ici, derrière le ventricule gauche. Et donc cet enfant a été opéré pour venir affaisser cet anévrisme. Pour finir, et en étant assez bref, puisque ça a relativement peu de conséquences en dehors du cathétérisme cardiaque, ce sont les anomalies de la veine cave inférieure, qui sont nombreuses, mais on va en évoquer juste quelques-unes. D'abord, les interruptions de la veine cave inférieure, on les a déjà beaucoup vues, ce sont les retours azygos, les veines caves inférieures bilatérales et celles qui croisent la ligne médiane, qui peuvent parfois être un petit peu piégeantes quand on fait des échographies, en particulier chez les tout-petits. Donc, tout d'abord, les interruptions de la veine cave inférieure, donc les continuations hémiazygos et azygos. Donc, Lucille vous montre brièvement les images. Vous savez que l'interruption de la veine cave inférieure doit vous faire penser à une hétérotaxie, bien sûr. Hein, ça se voit dans ce qu'on appelle les isomérismes gauche, quasi exclusivement. Et même si ça peut arriver en dehors de ces anomalies, c'est quand même rare. Donc ici, vous avez sur le schéma un retour azygos, c'est-à-dire que la veine cave inférieure est interrompue, le segment suprahépatique, intrahépatique n'existe pas,
suprahépatique, oui, il y a le veine sous-hépatique qui se draine dans l'oreillette droite, mais on a une interruption ici et la dérivation se fait par la veine azygos qui se jette dans la veine cave supérieure. Chez ce fœtus avec une hétérotaxie, c'est un retour azygos gauche ou hémiazygos. Encore que le terme, là, ça se jette dans la veine cave supérieure gauche, donc on devrait plutôt parler d'azygos gauche. Chez un fœtus qui a une double veine cave supérieure et pas de tronc innominé. Donc, vous voyez le retour ici, la crosse de cette azygos gauche dans la veine cave supérieure gauche qui elle-même se draine dans le sinus coronaire et vous avez l'oreillette gauche ici. C'est parfois le seul signe d'une hétérotaxie de type gauche avec absence d'anomalie intracardiaque. Donc voilà une image d'angiographie de retour hémiazygos ou azygos gauche. Et puis si on regarde ici, c'est une injection donc vers le bas et on voit cette fois-ci un retour qui est un retour azygos puisqu'il se fait dans une veine cave supérieure située à droite. La veine cave inférieure double, donc là aussi on a vu tout à l'heure que il y avait quand même une véritable complexité du développement de la veine cave inférieure qui est faite d'une sorte de puzzle avec 4 groupes d'éléments. Et là, on peut avoir des veines caves inférieures doubles avec différents types de connexions entre les veines rénales et les veines de la partie inférieure du corps. Et cette veine cave inférieure double est liée à la persistance de la veine supracardinale gauche. Donc, elle peut être diversement associée à des anomalies de la partie, on va dire, suprarénale de la veine cave inférieure qui peuvent rendre des choses plus complexes. Mais dans notre spécialité, ce n'est pas extrêmement intéressant en dehors de la surprise qu'on peut avoir quand on cathétérise ces patients. Les variants, on vous a mis un exemple sur la gauche, mais il y a de très nombreux variants de ces veines caves inférieures doubles qui peuvent être un petit peu piégeants. Mais en fait, on en voit vraiment de façon assez exceptionnelle. Exceptionnellement, de façon curieuse, ce n'est pas forcément associé aux hétérotaxies. Ouais. À part l'interruption de la veine cave inférieure, les autres anomalies, duplication, les trucs bizarres, ce n'est pas des hétérotaxies. Et pour terminer, il y a les veines caves inférieures qui croisent la ligne médiane. En fait, c'est à peu près les équivalents sur le plan embryologique des veines caves inférieures doubles, sauf qu'un des segments infrarénaux a disparu. Et vous voyez ici donc une veine cave inférieure qui commence du côté gauche dans la partie basse du corps et puis qui traverse la ligne médiane au niveau des veines rénales et pour ensuite avoir une anatomie qui est habituelle chez un patient qui est en situs sollicus avec une veine cave inférieure dans sa portion suprarénale qui est d'anatomie strictement normale. Et alors là, une anomalie totalement exceptionnelle qui est considérée comme ne pouvant pas exister, c'est la veine cave inférieure qui se jette dans l'oreillette gauche. Alors souvent, c'est rare, mais la plupart du temps, c'est un drainage anormal vers l'oreillette gauche d'une position particulière des valves veineuses. Ici, non. On a l'oreillette droite avec ses muscles pectinés. On a une CIA en position plutôt basse, mais ostium secundum. Et ici, c'est l'oreillette gauche. On ne voit pas tout, mais on n'a pas de muscle pectiné du tout. On a un auricule gauche. Ça se jette dans le ventricule gauche par la mitrale. Et ça reçoit toutes les veines pulmonaires. Et on a la veine cave inférieure que vous voyez ici avec sa valve d'Eustachi qui est à 100% dans l'oreillette gauche. C'est un fœtus qui avait par ailleurs un trapèze commun. Donc effectivement, c'est une anomalie très exceptionnelle. Donc, voilà ce qu'on voit, on va dire le plus souvent, même si c'est très rare. Hein. Ici, c'est une veine cave inférieure qui se draine dans l'oreillette gauche, mais c'est plutôt une direction du flux que ce que nous a montré Lucille. Et on voit ici chez cette petite fille, donc au scanner, le flux de la veine cave inférieure qui opacifie l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et c'est plus parlant quand on fait l'angiographie, c'est exactement la même patiente. On voit que quand on injecte dans la veine cave inférieure, on va voir préférentiellement les cavités gauches, mais on voit aussi... on voit qu'elle est dans l'oreillette droite. Anatomiquement, elle est connectée à l'oreillette droite et se draine dans l'oreillette gauche, qui n'est pas le cas du fœtus que je vous ai montré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, et bien sûr, ça va donner
un aspect de cardiopathie cyanogène. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour prendre vos questions et alors, Quentin, y a-t-il un lien avec un réseau de Chiari très développé? Alors, on va répondre aux questions. Bon, les gens qui nous disaient on ne voit pas, maintenant c'est bon. Ok, d'accord. Ben, vous n'avez pas beaucoup de questions en fait. Donc, c'est plutôt, ça veut dire qu'on a été assez clair. Juste, On a une question là. juste parce que je réponds à une question pratique, on va essayer, parce que normalement c'est possible, mais il ne faut pas qu'on ait fait de fausses manœuvres, parce qu'on est, enfin, je suis un peu branquignol sur certaines choses. Normalement, on a dû enregistrer et on conservera l'ensemble du webinaire avec le diaporama et on le diffusera sur notre site ou notre chaîne YouTube. Et je vous confirmerai pour ceux qui étaient inscrits où ça se trouvera. Il y a une question? Il y a un commentaire. Quentin, je ne sais pas, tu vais vouloir parler du cœur triatrial droit. Mais il ne peut pas te parler. parler. Chiari, non. Mais c'est ça, oui, mais il peut parler en répondant, oui, c'est ça. Donc, effectivement, tout ça est synonyme. Un réseau de Chiari, valve d'Eustachi hyper développée, cœur triatrial droit. Le cœur triatrial droit induit une notion d'obstruction. Et le réseau de Chiari, on dit ça quand c'est vraiment très exubérant et que, comme celui de Damien vous a montré, qu'il y avait même dans le ventricule droit et dans la fondule. Et Janina, tu as vu une veine cave sur la gauche allongée sans CIA chez un grand de 14 ans, saturation 94%. C'est très rare. Oui. Alors après, sur le plan, le diagnostic, il va être fait dans ce cas-là, sur soit de la cyanose, qui peut être effectivement modeste s'il n'y a que la veine cave supérieure à gauche et qu'en plus elle est communicante. Ce n'est pas notamment un shunt qui se fait préférentiellement vers l'oreillette gauche, mais c'est peut-être un des patients qu'on avait vu pour un accident vasculaire cérébral. En tout cas, ça peut effectivement exister. Enfin, c'est un petit peu inhabituel qu'il n'y ait pas de CIA parce qu'il y a quand même un orifice du sinus coronaire, sauf que c'est petit. Ouais. Mais, ouais. Ça voudrait dire qu'il y a en plus une atrésie du sinus coronaire. Parce que sinon, on ne comprend pas comment ça marche. Veine cave supérieure droite à l'oreillette gauche. Ah oui, à l'oreillette gauche. Donc là, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir une CIA. Oui, d'accord, c'est comme le patient, qui nous a piégés. Voilà, c'est ça. Lucille, ton fœtus avec la veine cave inférieure à loger est le seul cas connu. Je me souviens d'avoir vu que ça n'existait pas par Stella Van Prague. Alors, effectivement, c'est supposé ne pas exister, puisque la veine cave inférieure, d'après les Van Prague, se draine toujours dans l'oreillette droite, et c'est le marqueur de l'oreillette droite. Il y a un cas publié, la plupart des cas, enfin vraiment, qui ressemblent à ça. La plupart des cas publiés, en fait, c'est un drainage anormal et pas une véritable connexion anormale. Celui-là, il est en cours de publication parce que ça doit être le deuxième cas mondial, je pense. Donc, faut vraiment ça veut dire que ça remet en cause le dogme que… Non, parce que ça veut juste dire qu'à toute règle, il y a des exceptions. Ouais, ça c'est totalement exceptionnel. Ça c'est comme dirait Patrice Penaud ou je sais pas quoi avec Monsieur X. Ça c'est une pirouette, Madame Liette. C'est une pirouette pour vous en sortir. Tout à fait. Mais il faut bien, c'est vrai quand même. Ouais. Alors Mathilde Méo, lorsque vous parlez d'évolution spontanément favorable du cœur trial droit, la membrane d'Eustachi involue-t-elle spontanément? Non, c'est l'oreillette droite qui grandit autour. C'est à la fois l'oreille droite qui grandit autour, mais aussi la physiologie du ventricule droit qui évolue change aussi, voilà, vers l'amélioration de sa compliance et donc le remplissage qui pouvait être initialement difficile au travers d'un orifice peut-être un peu restreint se fait mieux et l'évolution se fait vers l'amélioration. Alors il y a quelques cas rares rapportés de patients qui ont été opérés pour des cœurs triatriaux droits. Donc aujourd'hui, quand même, le conseil général
qu'on donnerait, je pense, ce serait d'être extrêmement patient, même si les enfants peuvent parfois être profondément cyanosés à la naissance. Donc, il faut être patient, attendre que les choses évoluent et que le débit pulmonaire puisse augmenter par l'amélioration de la compliance du ventricule droit et se freiner un peu pour les opérer. Mais il y a quelques cas qui ont été opérés quand même. Daniela. Tu parles du cas publié en 1944. Je ne sais pas, j'avoue que… Le cœur droit semblait dilaté sur l'échographie que vous avez montré. Le sinus coronaire était très dilaté car il recevait la totalité du retour veineux systémique. Non, ce patient avait une cardiopathie associée et en particulier, il avait eu une sténose valvulaire pulmonaire qui avait été dilatée. Donc, il fuyait de la valve pulmonaire, effectivement. Mais ce qu'on dit, et c'est extrêmement débattu, c'est que comment dire, le sinus coronaire dilaté, ça pose un problème de développement des cavités gauches. C'est quand même pas certain, ça. Non, le lien est ténu. Le lien est ténu, il a été publié. C'est vrai qu'on trouve même des hypo-VG. C'est très difficile de dire si c'est fortuit ou pas. Il existe des sinus coronaires dilatés obstructifs, quand même. Mais de là à dire que ça entraîne toujours un défaut de remplissage, non. Très bien. Et je pense que si vous voulez bien, on va conclure ici. Et on a aussi prévu normalement un petit sondage, je ne sais pas si ça va marcher, pour vous demander si c'était comme vous pouviez l'imaginer et s'il fallait qu'on récidive avec d'autres intervenants, bien sûr, dans les semaines qui viennent. Donc, passez tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette expérience et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.